Alors, on va continuer cet après-midi avec un sujet qu'on vous a bien annoncé dans la matinée, le sujet sur le RGPD qui va s'inscrire tout de suite dans la suite de ce qu'on a pu voir sur la protection des données. Et pour vous éclairer sur le sujet, j'appelle nos deux intervenants qui nous font le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Honneur aux dames, donc Hélène Legras, qui est DPO, vous avez déjà entendu ce terme-là de la société Orano, et puis également Anthony Cocker, qui est directeur du département sécurité et organisation, j'ai fait un petit raccourci, du cabinet Lexi. C'est ça, voilà. Donc je vous laisse les manettes, le petit bouton vert et les micros. Alors merci de nous accueillir. Donc on est là en tant qu'expert de la privacy. On ne va pas vous faire le énième show sur le RGPD parce que je crois que vous en avez déjà entendu beaucoup parler. On est aussi à l'ADPO, l'Association des Data Protection Officers. Donc Anthony en est administrateur. J'ai le plaisir d'en être vice-présidente. Donc c'est une association qu'on a fondée avec Alain Bensoussan pour aider les CIL qui sont morts le 25 mai, à devenir DPO, ces fameux Data Protection Officers. Alors, juste effectivement pour resituer, puisqu'on a parlé des CIL, donc peut-être que dans vos organismes, en fait, vous aviez désigné un correspondant informatique et liberté. Avec cette nouvelle réglementation, donc je crois que vous en avez largement parlé ce matin, orienté aussi sur les aspects de cybersécurité, c'est aussi un sujet qu'il faut considérer de plus en plus, parce qu'effectivement, comme on l'évoquait ce matin, ou tout à l'heure sur les navettes autonomes, la question de sécurité, c'est plus de savoir quand est-ce qu'on va être, si on va être piraté, mais c'est plutôt de savoir quand est-ce qu'on va être piraté. Donc très proche du RGPD, effectivement, il y a cette problématique de sécurité, avec des obligations qui ne sont pas nouvelles. Souvent, effectivement, dans les entreprises, on se dit, mais voilà, encore un cataclysme, et puis il y en aura d'autres, concernant effectivement la protection des données, mais en fait cette réglementation elle date déjà depuis 1978, donc effectivement à l'époque on était très loin d'Internet et de l'usage des réseaux sociaux, mais on avait déjà des obligations qui existent dans la loi informatique et liberté qui va être modifiée, qui a été modifiée et qui donc sera actualisée avec les éléments du RGPD dans les prochains jours, et une modification en 2004 qui correspond à peu près à l'avènement de l'Internet, donc avec des nouveaux usages et puis forcément une multiplication des données à caractère personnel et de l'exploitation avec des business comme ce qu'on connaît aux États-Unis où en fait la donnée à caractère personnel est un élément, un actif de l'entreprise et qui sert à fidéliser, à développer des nouveaux usages, etc. Et puis à développer aussi l'activité. Donc c'est quelque chose qui est effectivement ancien, donc il y a 40 ans, sauf que souvent on l'a oublié. Donc on a l'impression que c'est une révolution, c'est plutôt une évolution. On avait effectivement la loi pour la République numérique en 2016, qui avait déjà un peu anticipé le règlement européen. Et puis aussi le règlement, on en entend parler finalement depuis 2 ans, sauf que beaucoup d'entreprises effectivement s'en préoccupent depuis quelques mois seulement. Donc il y a une directive européenne qui est donc l'ampleur du phénomène qui touche aussi l'Europe, qui date de 1995 et qui existait également. Donc des obligations en matière de protection des données personnelles et de sécurité des systèmes d'information qui existaient depuis un certain temps. C'est vrai qu'on parlait un peu de ce RGPD comme une bombe d'une grande nouveauté, mais comme vous l'a dit Anthony, ça existe depuis 40 ans. Le droit d'information des personnes dont les données sont collectées, leur droit d'accès, leur droit à rectification, leur droit d'opposition s'il est légitime, tout ça, ça existait déjà. Donc effectivement, le RGPD a peut-être été une bombe dans le sens où beaucoup d'entre vous ont reçu récemment des mails où on leur dit êtes-vous bien d'accord, voulez-vous vous désinscrire parce que le RGPD est arrivé. Mais vous pouviez déjà exercer ce droit d'opposition, ce droit à rectification. J'étais dans votre base de données, je ne veux plus y être. Mais c'est vrai que le RGPD a rajouté un nouveau droit qui est le droit à l'oubli. Et effectivement, ce droit à l'oubli n'est peut-être pas très facile à exercer. Pourquoi ? Parce que déjà, informatiquement, faire disparaître complètement une donnée, ce n'est pas évident. Et puis surtout, il y a tous ces extracts. Vous avez une base de données principale et puis il y a tous ces petits extracts qui ont été faits. Par exemple, les fichiers Excel des RH qui ont extrait de la base de données principale
des informations, et quand vous exercez votre droit à oubli, on vous enlève de la base principale et on vous enlève peut-être pas de toutes ces bases annexes. Et puis, on vous a parlé des textes qui existent et qui cohabitent, parce que ça, c'est aussi à noter, c'est que quand Viviane Reding, à Bruxelles, a voulu ce RGPD, c'était pourquoi ? C'était pour uniformiser, c'était pour harmoniser toutes les législations européennes. Donc, potentiellement, les 28 législations nationales devaient disparaître. Et taratata, elles sont là. Parce que pourquoi ? Parce qu'elles ont des spécificités. Par exemple, la loi pour une république numérique oblige à vous informer sur la durée de conservation de vos données. De même qu'elle vous donne ce droit à la mort numérique. Et puis, la loi informatique et liberté, donc de 1978, modifiée en 2004, eh bien, ça y est, elle vient d'être modifiée de nouveau en 2018. Et les sénateurs avaient fait un recours devant le Conseil constitutionnel. Et depuis le 12 juin, nous savons, vous voyez, c'est l'actualité, depuis le 12 juin, on sait que le Conseil constitutionnel a dit oui. Donc on a cette loi. Et puis, on a un règlement qui est aussi en préparation à Bruxelles et qui renforce ce droit à consentement. C'est le fameux règlement e-privacy. Donc le règlement e-privacy, il est toujours en discussion à Bruxelles. Il devait sortir lui aussi le 25 mai 2018. On sait par les autorités du Conseil européen qu'il va y avoir le trilogue en 2019 et qu'il devrait sortir en juin 2019. Alors, effectivement, le règlement, il apporte quand même, donc on considère que le règlement, il apporte 40% de nouvelles obligations par rapport à ce qu'on avait en 78. Donc si vous aviez déjà une démarche de protection des données, globalement, vous avez, si vous l'avez mis en conformité, 60% du règlement européen qui est couvert. Il reste cependant 40% qu'on va essayer de rapidement énumérer. Donc l'abandon du système déclaratif, c'est vrai qu'en fait on avait historiquement une obligation de déclarer à la CNIL, donc beaucoup de démarches administratives avec peu de suivi finalement, puisqu'en fait c'était un bureau d'enregistrement et qu'en fait en aucun cas on vérifiait la conformité. Et puis effectivement, il y avait un nouveau régime qui est le correspondant informatique et liberté, donc dans le cas facultatif où effectivement on tient un registre en local dans l'entreprise. Avec le règlement, effectivement, on est dans cette même logique de simplifier les démarches auprès des autorités administratives en conservant au sein de l'entité un registre des traitements qui sont mis en œuvre. Alors, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'au fait, le règlement européen, il a quand même d'énormes avantages dans la maîtrise du système d'information. On fait beaucoup de mise en conformité auprès des organismes de toute taille. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les organismes ne sont pas prêts aujourd'hui à faire face, au-delà de la sanction d'un règlement européen, à des crises cyber. C'est que vous en avez parlé ce matin, je crois, de façon assez importante. Aujourd'hui, il faut juste avoir en tête, donc c'est une question qu'on se posait tout à l'heure, lorsque vous avez fait l'objet d'une attaque informatique, sachez que seulement 3% des entreprises déposent plainte. Et sur ces 3%, seulement 3% des cas sont élucidés. Donc effectivement, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ceci étant dit, ça se multiplie. Les escroqueries sont de plus en plus nombreuses. Et la maîtrise du système d'information, tout simplement, permet de savoir effectivement qu'il y a une attaque et d'essayer de résorber l'attaque au plus vite. Quand vous avez des Yahoo, quand vous avez l'ANSSI, quand vous avez pas mal de groupes target aux États-Unis qui perdent des données, croyez-moi que quand vous avez documenté votre système d'information, vous êtes plus à l'aise pour ne serait-ce que quantifier le préjudice. Chose simple, c'est combien de données j'ai perdu et quelles sont les mesures que je vais mettre en place pour protéger les données à caractère personnel. Donc, ça peut paraître anecdotique, ça peut paraître administratif, mais globalement, sur un système d'information qui est bien documenté, c'est ni plus ni moins que la maîtrise du patrimoine informationnel. On sait protéger nos meubles, on sait protéger chacun de nos actifs d'entreprise. La donnée, aujourd'hui, les Américains l'ont compris bien avant nous, ils l'exploitent et ils arrive à commercialiser pas mal de services autour de la donnée à caractère personnel. Ça passe aussi par la maîtrise du système d'information et notamment les registres de traitement. Quelque chose de nouveau mais qui vient du monde anglo-saxon, c'est l'accountability. Ce qu'on appelle l'accountability, c'est prouver la conformité. Être en mesure d'avoir une documentation pour démontrer
à l'autorité de contrôle que vous avez fait le nécessaire en matière de conformité pour faire en sorte de limiter les risques. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Ça s'approche aussi des autres risques qu'on peut retrouver dans l'entreprise. Donc c'est ni plus ni moins qu'effectivement considérer la donnée à caractère personnel comme un actif important dans l'entreprise. Donc le correspondant informatique et liberté qui est devenu DPO, donc un changement de nom, changement de fonction aussi, on en parlera certainement tout à l'heure. Le respect du droit des personnes avec des nouvelles obligations, je pense notamment, comme Hélène l'a précisé, au droit à l'oubli, mais aussi à la droit à la portabilité, qui est un nouveau droit. Le respect de la vie privée, donc ça c'est quelque chose qu'on avait historiquement dans le Code 78. Élément important, c'est la sécurité et la confidentialité des données. Souvent, on oublie que la protection des données, c'est aussi et surtout une problématique de sécurité et de confidentialité des données. Si vous sécurisez, vous rendez confidentiel vos données, globalement, vous avez quand même une part non négligeable du règlement qui est conforme. Donc ça, c'est pareil, c'est que ce que je dis souvent, on aura gagné la partie quand on verrouillera son ordinateur comme on ferme la porte de chez soi le matin. Ça fait partie des réflexes. Il viendrait à personne à l'idée de ne pas fermer sa maison ou son entreprise ou laisser ouvertes les portes de l'entreprise en partant le soir. C'est exactement la même chose avec les données informatiques, c'est qu'aujourd'hui, un poste qui n'est pas verrouillé, c'est une porte ouverte vers votre système informationnel. Et c'est de la sécurité, ce que j'appelle de la sécurité du quotidien, faire en sorte que le mot de passe, on ne le retrouve pas sur un post-it en haut à droite de l'écran. Verrouiller les stations, enfin, ce sont des éléments de base, notamment lorsque vous avez des attaques phishing, comme ce qu'on a pu vous montrer ce matin, donc la possibilité de rentrer par la porte de la messagerie dans le système d'information. Ensuite, l'analyse d'impact, qui est une pratique assez intéressante, qui n'est pas obligatoire dans tous les cas, mais qui, dans certains traitements sensibles, permet de voir effectivement quel est l'impact d'une violation de données à caractère personnel. Alors, tout à l'heure, on parlait des navettes autonomes. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans un groupe de transport qui s'appelle Keolis, et on faisait de la navette autonome. Aujourd'hui, une violation de données à caractère personnel, elle ne va plus seulement avoir un impact sur l'intimité ou la vie privée des personnes, elle a aussi un impact sur la vie physique. Sur l'intégrité physique de la personne. Sachez, imaginez juste le scénario. Vous êtes dans une navette autonome, il y en a à Lyon par exemple, vous êtes à bord d'un véhicule qui a pour seul trajet l'itinéraire qu'on lui a défini à l'avance. Donc c'est des courtes durées, avec un bouton pressoir en cas de difficulté pour arrêter le véhicule. Tous ces véhicules sont forcément pilotés par un central et donc avec une connexion Internet. Vous voyez ce qu'on peut faire aujourd'hui sur un ordinateur, vous voyez ce que demain on pourrait faire sur cette navette autonome. Une navette autonome, c'est ni plus ni moins qu'un smartphone sur roue. Donc quand vous dites ça, c'est qu'en fait les éléments de sécurité, comme dans l'Internet des objets, ce ne sont pas des préoccupations principales. Donc c'est pas gênant quand on va vous hacker votre portable, ça sera potentiellement plus gênant lorsqu'on vous hackera votre télévision connectée ou quand votre véhicule connecté. De la même façon, on arrivera à prendre le contrôle à distance de vos véhicules. Donc aujourd'hui, c'est plus une seule question de protection des données à caractère personnel et de vie privée, c'est aussi l'intégrité physique. Et c'est ce qu'on essaye d'établir dans l'analyse d'impact. Et enfin, le dernier point, ça c'est juste une généralisation, ça existait déjà dans la loi de 78, c'est la notification de violation de données à caractère personnel. Si vous faites l'objet d'un vol de données à caractère personnel, vous devrez en informer la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et dans certains cas, communiquer aux personnes concernées le détail de cette violation. Et c'est vrai qu'il faut le vivre un peu comme une situation de crise, parce qu'avant, seuls les opérateurs de télécom avaient cette notification obligatoire. Je peux vous dire que chez Orano, anciennement Areva, nous avons eu récemment une suspicion de violation. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait ? Je n'ai pas donné un coup de fil tout de suite à la CNIL. On s'est mis en cellule de crise. La DSI, le RSSI, donc la direction des systèmes d'information, le responsable de la sécurité informatique, moi-même, et puis pendant 48 heures, d'arrache-pied, on a vérifié si cette violation était avérée. Et elle ne l'était pas. Donc du coup, ça nous a fait un bon exercice de crise pour voir si on était bien dans les clous, parce que dans le cadre de l'accountability, ce qui est important, c'est de prouver sa conformité. Donc sans devenir des administratifs, il faut mettre en place des process internes, comme le process du droit d'accès, le process de la notification des violations,
pour bien vérifier si c'est avéré. Et du coup, je n'ai pas téléphoné à la CNIL et c'est resté en interne. Vous en profitez aujourd'hui, mais donc c'est comme ça qu'on fait de l'accountability, parce que c'est vrai que les données personnelles, comme vous l'a déjà bien montré Anthony, c'est l'or noir du XXIe siècle. Chez Areva, justement, on a été piraté. Il y a quelques années, la faille Jupiter, dont a parlé le Figaro Magazine et la presse largement, donc je ne vous révèle aucun secret parce que je suis tenue au secret, je ne vous révèle aucun secret, les Chinois ont voulu savoir comment construire une centrale nucléaire. Et donc, ils ont tenté de rentrer chez nous pour savoir comment faire. On a eu le soutien de l'ANSSI, l'Agence nationale de système des sécurités intérieures, et on a arrêté la faille. Saint-Gobain, par contre, a eu une faille récemment, la faille WannaCry, sur les données à caractère personnel. De même que vous avez les petits ransomware qui piratent les données des petites PME pour leur dire « je vous ai piraté vos données de paye, c'est 5 000 €. Et si l'entreprise veut continuer à fonctionner, eh bien elle paye les 5 000 €. Alors, juste un point sur les notifications, parce que chez nos clients, on a beaucoup de confusion sur ce sujet. Ce n'est pas seulement les attaques qui viennent de l'extérieur. On va faire juste un petit test, et généralement, c'est toujours à peu près la même chose. Vous avez tous un système de messagerie, et je voudrais juste savoir, effectivement, combien d'entre vous ont déjà reçu des mails qui ne leur étaient pas destinés. Alors, on est généralement proche du 100%. On va voir si ça se confirme. Voilà. Donc on est à peu près dans cet ordre d'idée. Donc la menace peut aussi venir de l'intérieur et pas forcément par une malveillance, mais aussi par une négligence. Imaginez que dans ce mail non désiré, vous avez la liste du personnel avec les salaires. Ça arrive parfois. Nos clients parfois nous sollicitent par rapport à ça. Et bien ça, dès lors qu'en fait vous diffusez des données à caractère personnel à des personnes qui ne sont pas autorisées à les recevoir, parce que généralement il y a toujours un qui va retransférer ce fichier sur sa boîte perso, qui n'est pas forcément sécurisé en disant ça me servira peut-être demain. Dès lors que vous êtes sur ce cas-là, vous allez potentiellement avoir une violation de données à caractère personnel. C'est que sur une messagerie non sécurisée, vous savez qu'il y en a certaines quand même, vous avez la possibilité d'accéder aux pièces jointes à distance. Et ces pièces jointes, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, on a eu un cas très récemment où en fait les salaires des employés d'une entreprise étaient sur Internet dans ce cadre-là. Sachez que la messagerie, c'est le moyen le moins sécurisé pour transmettre des informations. Donc quand vous envoyez votre pièce jointe, vérifiez la première chose les destinataires parce que parfois ça ne va pas au bon endroit et que quand vous rappelez, vous savez, vous avez une fonction pour appeler les mails. Alors ça, c'est pire que tout. Sachez que ça marche à peu près une fois sur deux parce que dès lors qu'il est sur la boîte de messagerie, c'est terminé et que quand la personne reçoit ce petit mail en disant la personne demande à récupérer son mail, croyez-moi que la première chose qu'elle va faire, c'est d'aller cliquer sur le mail. Donc c'est pas forcément une mesure efficace. Je préfère qu'on prenne 5 minutes juste avant d'envoyer le mail, surtout quand c'est de la donnée sensible, plutôt que d'essayer de récupérer 300 ou 400 mails parce qu'on n'a pas choisi Monsieur Dupont, mais la liste de diffusion générale. Et donc toute la planète le reçoit. Donc ça, c'est un élément important. Les violations de données à caractère personnel, c'est pas juste une attaque de l'extérieur, ça peut aussi être une négligence d'un des collaborateurs qui envoie de façon massive par la messagerie des données qui sont sensibles. D'où l'intérêt de mettre en place des bonnes pratiques, parce que c'est vrai que la pédagogie, c'est essentiel. Informer vos salariés, vos opérationnels de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Avoir une charte informatique. Par exemple, dans la charte informatique Areva, il est interdit de se transférer un mail sur sa boîte privée. Si vous avez envie de continuer à votre domicile, de travailler sur vos dossiers professionnels, eh bien vous emmenez votre portable et vous travaillez sur vos données. Ne serait-ce qu'il y a aussi l'espionnage industriel. Ça paraît idiot, mais le TGV Paris-Lyon, on sait qu'il est très fréquenté par les salariés d'EDF, de même que par les salariés d'Areva. Le train, l'avion qui va à Nuremberg, eh bien, il est très fréquenté par les gens d'Areva parce qu'il y a une filiale à Erlangen juste à côté de Nuremberg. Et je peux vous dire qu'un collègue s'est fait voler un jour son portable à Charles de Gaulle. Pourquoi ? Parce qu'on savait que c'était un salarié d'Areva. Donc, heureusement, il n'avait rien. Et par exemple, quand on va faire des missions en Chine, on part avec des ordinateurs complètement vides, sans messagerie, pour éviter justement l'éventuelle faille.
Et c'est vrai que le RGPD, comme la loi informatique et liberté, il est partout et il est pour tous. Parce qu'on pourrait penser qu'il ne concerne que les grandes entreprises qui font beaucoup de traitements. Non, la petite PME est tout aussi concernée par le règlement général sur la protection des données que Orano, qui est une société qui a 20 000 salariés et qui est internationale. Et puis, effectivement, on pourrait se dire, c'est un règlement européen. Donc, c'est seulement les Européens. Non, ma filiale américaine peut très bien traiter des données de salariés français qui sont détachés aux États-Unis. Donc, du coup, le RGPD va s'appliquer. J'ai un administrateur qui est en Inde, un administrateur technique, qui surveille les données, mais qui sont hébergées sur notre serveur français. Donc, du coup, le RGPD s'applique aussi. Donc, c'est très important de voir que ce RGPD, c'est pour tous. Alors, effectivement, le DPO, c'est le pilote, c'est le chef d'orchestre de la conformité. C'est lui qui, dans son entreprise, va tout organiser, contrôler, aider le responsable de traitement, parce que la responsabilité pénale, elle est toujours sur le responsable de traitement. Mais vous n'allez pas nommer un DPO si vous êtes une petite PME de 250 salariés. Mais vous allez peut-être avoir votre DPO externe. De même que vous allez peut-être avoir votre responsable de la conformité. Mais en tous les cas, il faut que vous veilliez à cette conformité RGPD. Et par exemple, le BABA, ce sera déjà d'avoir un registre des traitements, ne serait-ce qu'il est obligatoire si vous avez plus de 250 salariés, parce que dans ce registre de traitement, vous allez avoir tous vos traitements et vous allez y indiquer dans le registre de SIL. Moi, j'étais SIL depuis 2007 et dès que j'ai été DPO, j'ai rajouté des colonnes liées justement à ces fameuses mesures de sécurité technique et organisationnelle que j'indique dans mon registre et qui sera le premier document que demandera à voir la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et liberté, si elle fait un contrôle. Donc, comme je vous l'ai dit, le SIL est devenu DPO. Est-ce un mouton à 5 pattes? Est-ce une déesse Vishnu? Parce qu'il a beaucoup de choses à faire. Le SIL, la loi l'obligeait à tenir un registre et à faire son bilan annuel. Le DPO, ce n'est pas du tout la même chose. On le dit, c'est écrit dans le RGPD, il sera associé de manière appropriée et en temps utile à toutes les questions touchant à la protection des données. Donc ça va du droit d'accès à la sécurité informatique. Il est indépendant. Alors ça, effectivement, beaucoup de gens se demandent comment peut-on être indépendant si on est lié par un contrat de travail. En tout cas, moi, j'ai cette chance chez Orano. Je considère vraiment que je suis indépendante. Effectivement, je rends compte au plus haut niveau de la direction de ce que je fais, mais je le fais d'une façon indépendante. Je suis soumise au secret professionnel. Alors ça, c'est la grande nouveauté. Avant, je savais que dans ma base RH qui était dans mon registre, il y avait des données d'identification des salariés. Là, maintenant, je peux éventuellement accéder à la base RH pour bien vérifier, par exemple, qu'il n'y a pas de commentaires discriminants ou de données sensibles. Il connaît l'entreprise, le droit et l'informatique, mais avant tout, comme aime bien le dire Anthony, il a un savoir-être et un savoir-faire. C'est un communicant. Si vous avez la politique de la porte fermée et que vous ne décrochez jamais votre téléphone, et surtout pas si vous voyez qu'un tel vous appelle, vous ne serez jamais un bon DPO. Et puis ce DPO, il va travailler avec son réseau interne. Et le réseau interne, ça va de l'archiviste au RH, au directeur de la conformité, au directeur des risques, au directeur des assurances. Il travaille potentiellement avec toute l'entreprise, tous les experts de l'entreprise, mais aussi le réseau externe. Et c'est pour ça qu'on a fondé la DPO, et on est ravis au sein de la DPO. Vous avez toutes les plus grandes entreprises françaises qui ont adhéré, parce que ce soit Nestlé qui vous vend du chocolat ou Orano qui vous vend des centrales nucléaires, nous avons la même préoccupation en tant que DPO, assurer la conformité, la protection des données à caractère personnel. Et comme on ne le fait pas forcément de la même façon, de même que Groupama ou AXA, des compagnies d'assurance qui sont à la DPO,
traiter de l'assurance, être dans le B2B ou dans le B2C, c'est pas la même chose. Et on échange et ça nous permet de travailler ensemble pour vous donner des bonnes pratiques. Alors, le DPO, il faut vraiment le voir comme une assurance interne. C'est la garantie de vous couvrir des sanctions du règlement, puisqu'on n'en parle plus maintenant, parce que ça a été un argument pendant longtemps, mais je pense qu'il faut s'en écarter pour prendre le sujet sereinement, qui vous écarte de 20 millions et 4%. C'est-à-dire que clairement, c'est quelqu'un qui va limiter les risques, notamment de sécurité informatique, pour éviter tout ce que vous avez pu entendre ce matin, et les préjudices qui y sont associés. Donc c'est quelqu'un qui va poser les bonnes questions en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données. Après, effectivement, comme disait Hélène, je pense qu'il faut bien choisir la personne. Parce que de son principe d'indépendance, ça peut causer quelques soucis quand même. Donc il y a quand même un double intérêt, à la fois de faire en sorte que l'entreprise puisse évoluer et faire du business, et aussi assurer une conformité à un règlement. Donc c'est quelqu'un qui doit avoir effectivement beaucoup de savoir-être et un peu de savoir-faire, de façon effectivement à, dans des situations un peu délicates, prendre les choses avec recul et essayer d'aller dans le bon sens. Et ce qui est très révélateur, c'est qu'en France, il y avait eu 18 000 SIL nommés. Donc le SIL était facultatif. Le DPO peut être obligatoire dans 3 cas, si vous traitez des données sensibles, si vous êtes dans le secteur public ou que vous traitez des données à grande échelle, comme les banques ou les assurances. Mais le DPO, c'est quelqu'un d'essentiel dans l'entreprise, et du coup, effectivement, il faut pouvoir lui faire confiance. Et donc, il se trouve que certains SIL n'ont pas eu envie de devenir DPO parce qu'ils se sont dit, mais ce n'est pas du tout les mêmes responsabilités que je vais avoir. Je ne dois plus mettre en place une conformité, je dois la contrôler, je dois pouvoir la prouver. De même que certaines entreprises n'ont pas nommé leur ancien SIL DPO, ayant conscience que c'était un poste avec beaucoup plus de responsabilités. Alors, il y a des difficultés parce qu'on a déjà du mal à identifier les DPO, et puis il y a l'autorité bavaroise, sous le principe du conflit d'intérêts, qui a considéré que le RSSI ne pouvait pas être DPO. Donc vraiment un sujet qui vient rendre un peu plus complexe le choix du DPO, c'est qu'il faut effectivement considérer le conflit d'intérêts. Alors on va essayer d'avancer un peu plus vite, parce que je crois qu'on n'est pas tout à fait en avance. On n'a plus que 5 minutes. Alors, la responsabilité pénale, ça c'est relativement important. Au-delà de la sanction financière des 20 millions et 4%, on se pose toujours la question de la responsabilité pénale. Quand on définit quelqu'un effectivement qui est en charge de la conformité, on peut se dire s'il y a un manquement, on peut engager la responsabilité du DPO. Ça ne sera pas le DPO. Le texte, le règlement européen est assez clair, c'est le responsable de traitement qui portera la responsabilité des 20 millions et 4%. Et le DPO est complètement exempt de tous ces aspects-là. Il est en charge de la conformité, mais en aucun cas il ne portera la responsabilité. Et là, par contre, la grande nouveauté du RGPD, c'est que vous pouvez avoir une co-responsabilité entre le responsable de traitement et le sous-traitant. Et c'est vrai qu'Orange, quand ils ont été victimes de leur faille de sécurité, la CNIL a sanctionné Orange et non pas le sous-traitant qui était responsable. La CIL d'Orange a fait un recours devant le Conseil d'État, mais les textes ne permettaient pas d'engager cette responsabilité du sous-traitant. Alors que maintenant, si vous bordez bien vos contrats, essentiel de faire des bons contrats avec vos sous-traitants, vous allez pouvoir avoir sa co-responsabilité. Alors, co-responsabilité, on en a déjà un cas très concret aujourd'hui. Combien d'entre vous ont une page Facebook pour votre entreprise, une page Facebook professionnelle ? Eh bien, vous êtes tous des co-responsables en puissance depuis que la Cour européenne a considéré qu'effectivement, Facebook, comme le propriétaire de la page Facebook professionnelle, ou autre d'ailleurs, est co-responsable du contenu, notamment dans le recueil du consentement. Donc c'est un sujet qu'il faudra considérer. Alors c'est tout récent, c'est quelques jours. C'est une décision qui va faire qui va beaucoup impacter la façon dont on va communiquer sur Facebook. Mais aujourd'hui, vous êtes co-responsable avec Facebook. Autant dire que vous êtes co-responsable tout seul. Parce que Facebook est rarement responsable. Où il y a des moyens juridiques qui lui permettent d'être moins responsable. Donc concrètement, c'est un point de vigilance aujourd'hui. Il faut page Facebook professionnelle à considérer sous le principe de la co-responsabilité et à les rendre conformes, puisque ce sont des choses visibles. Donc la conformité, elle s'observe aussi sur Internet et elle se voit très facilement sur Internet, surtout la non-conformité d'ailleurs.
Donc c'est des éléments qu'il faudra considérer très rapidement. Donc on vous en a déjà beaucoup parlé, de respecter les principes fondamentaux, donc toujours avoir une finalité, elle est précise, elle est déterminée, elle est explicite, elle est légitime. Le principe de minimisation en France, on est les rois de la collecte de la donnée à caractère personnel. On en collecte à tire-larigot et pas forcément à bon escient. Donc maintenant, dans le cadre de la minimisation, vous devrez pouvoir prouver que vous aviez vraiment besoin de cette donnée à caractère personnel. De même que vous allez la conserver le strict minimum, le temps nécessaire à la finalité du traitement. Et donc ça, c'est essentiel de travailler justement avec vos opérationnels, vos responsables métiers, parce qu'une fois que vous n'avez plus besoin d'une donnée à caractère personnel, il faut la supprimer. Éventuellement l'archiver, mais en tout cas ne pas la garder. Comme vous l'a bien dit Anthony, la sécurité, c'est essentiel. Et effectivement, le post-it avec votre mot de passe, c'est pas bien. Alors, se préparer au règlement européen, donc la CNIL a mis 6 étapes. On a été, au cabinet, on en a jusqu'à 20 parce que elles ne sont pas suffisamment détaillées. Première chose, c'est désigner un pilote. Première chose, donc le DPO ou un responsable de la conformité. Deuxième chose, c'est cartographier quels sont les actifs de vos entreprises et quelles sont les données à caractère personnel qui sont contenues dans l'ensemble de vos serveurs. Troisième chose, on sait qu'on n'est pas conforme, on va prioriser les actions. Prioriser les actions par rapport au risque qui a été identifié. Gérer vos risques. On sait que dans l'approche du règlement européen, il y a quelque chose de fondamental, c'est qu'on va considérer qu'il y a des intérêts autres que la protection des données dans l'entreprise et que potentiellement on peut prendre des risques. Documentés, mais on peut prendre des risques. Et à partir de ce moment-là, on va gérer les risques pour la vie privée, qui sont relativement importants. Organiser les processus internes. On a une nouveauté, c'est qu'à partir du 25 mai, depuis le 25 mai, on va devoir entrer dans cette conformité au quotidien. Donc ce qu'on appelle l'accountability, et devoir mettre en place ces prérequis dès la conception des traitements. C'est la protection dès la conception. Et enfin, documenter la conformité dans le principe d'accountability pour mettre en évidence les éléments de conformité lorsque vous avez un contrôle de la CNIL. Donc effectivement, au cabinet Bensoussan, ils ont prévu plus de 4 étapes. Chez Orano, on en avait prévu 11. Donc effectivement, la première qui est essentielle, avant même de désigner un DPO, c'est de faire une liste de courses. Parce que si la CNIL vient, elle sait très bien qu'aucune entreprise française ne sera née en conformité depuis le 25 mai. Mais si vous avez votre liste de courses que vous avez préparée, je dois faire ça à telle date, je dois faire ci à telle date, elle sera beaucoup plus sensible à votre conformité. Et comme l'a dit Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de la CNIL, comme l'a répété Sophie Nerbonne, directrice de la conformité, vous ne serez pas sanctionné. Donc la cartographie, une clause dans les contrats, la typologie, savoir ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel, parce que beaucoup pensent que la donnée à caractère personnel, c'est votre nom, c'est votre prénom. Mais c'est aussi l'adresse IP, c'est votre matricule entreprise, c'est tout ce qui permet de vous identifier directement ou indirectement. Donc, je vais peut-être, comme on a dépassé presque le temps, vous laisser la possibilité éventuellement de vous poser des questions. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle pragmatique de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le DPO sans jamais Osez le demander, mais osez, nous sommes là. Bertrand, si tu peux donner le micro à Wilfried, s'il te plaît. Merci. Oui, vous avez parlé à un moment donné qu'il y a des données qu'il fallait plus conserver, mais archiver. Oui. Qu'est-ce que vous faites comme différence? Alors, en fait, on a deux niveaux, il y a 3 niveaux d'archives. Premier niveau, c'est l'archive courante. C'est vos bases de données, vos bases de production. C'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble des personnes qui sont destinataires des données, qui vont les saisir, qui vont les modifier, ont accès à ce niveau d'archive courante. Ensuite, il y a l'archive intermédiaire. L'archive intermédiaire, ce sont des archives, une sauvegarde, un backup, qui permet en cas de traitement exceptionnel, donc là, tout le monde n'y a pas accès, c'est seulement l'administrateur fonctionnel ou l'administrateur système qui, dans le cas d'une requête, par exemple, le ministère, moi je prends un exemple du transport, en fait, on transmettait effectivement les infractions à partir de 2 mois au ministère public. Le ministère public avait la possibilité, en cas d'infraction, de revenir pour avoir les détails des traitements. Et dans ces cas-là, on allait chercher dans l'archivage intermédiaire, c'est-à-dire qu'en fait,
tous les destinataires n'avaient pas accès, mais on pouvait, en cas de demande exceptionnelle, pouvoir aller chercher dans les archives intermédiaires les éléments pour les transmettre donc au ministère public. Donc c'est un niveau d'archive où la confidentialité est davantage présente, puisqu'en fait on a un accès très limité avec des personnes qui sont nominément désignées pour accéder à ce niveau d'archive. Et enfin, le dernier niveau d'archive, qui généralement concerne moins les entreprises, c'est les archives à vocation statistique. Donc généralement, on se rapproche de données anonymisées, c'est qu'en fait, on a plutôt des données qui nous permettent dans le temps de voir évoluer un certain nombre d'indicateurs dans l'entreprise. Un autre exemple très pratico-pratique sur l'archive intermédiaire, c'est un salarié qui ou a quitté l'entreprise de son propre chef ou a été licencié. Donc il est sorti de la base RH. Par contre, on l'a mis dans une base intermédiaire, le temps de gérer le contentieux prud'homal qui en est né. Très bien, merci. Moi, j'ai peut-être une dernière question pour Osez. vous. Vous faites partie de l'association des DPO. Oui. On a, nous, un profil d'entreprises qui sont des petites entreprises en général. Et donc, beaucoup se posent la question d'un DPO partagé. Certains ont déjà commencé. Est-ce que sur le site de votre association, il y a des listes de DPO partagés qu'on peut contacter voilà, comment on fait pour trouver le bon DPO partagé, si ce n'est par le réseau et le bouche à oreille? Alors, il y a deux aspects. Il y a le DPO interne ou externe. Déjà, c'est le premier point, c'est que vous n'êtes pas obligé de l'avoir, enfin, le DPO dans les salariés de votre entreprise. Vous pouvez sous-traiter effectivement cette fonction. Et effectivement, après, il y a cette possibilité en interne comme en externe de mutualiser. Alors, la mutualisation, il y a quand même un point de vigilance, c'est qu'il faut qu'il soit accessible depuis l'ensemble des entreprises qui souhaitent accéder à ces services. Donc, accessible, ça veut dire qu'en fait, concrètement, plus il va y avoir d'entreprises et moins il aura de temps. Et qu'en fait, le niveau de mutualisation doit être adapté au risque de l'entreprise. C'est qu'en fait, il faut considérer non plus plutôt le capital risque de chacune de ces entités pour voir l'intérêt de la mutualisation. Et moi, je vois par exemple certaines entreprises qui nous demandent justement de ces questions-là, comment on peut mutualiser, dans quelle mesure, et qui ont des risques évidemment très importants. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne chose. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une Rolls et que vous essayez de l'assurer au plus bas coût, lorsque vous avez un pépin, vous avez un peu de perte. C'est pareil avec la mutualisation. Attention quand même à d'abord faire une cartographie des risques pour évaluer effectivement le niveau de risque. Et je pense que la bonne chose, c'est d'avoir une mesure de protection adaptée au risque. Donc les limites de la mutualisation, ça va être sur l'accès et sur le niveau de risque. Donc au sein de la DPO, on a mis en place beaucoup de documents. Il y a un site internet, il y a une adresse mail pour nous contacter. J'ai donné des flyers de l'association. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes 92. Et effectivement, plutôt des grandes entreprises qui ont un DPO interne. Mais c'est vrai que vous êtes les bienvenus. Parce que c'est toute l'association des experts de la privacy. Et donc, si vous êtes préoccupé par la protection des données à caractère personnel, la DPO peut vous aider. Par exemple, on a mis en place un document sur le droit du consentement, de même qu'un document sur le sous-traitant. En 2018, nous allons ouvrir un forum pour échanger. Nous avons fait récemment, le 5 juin, nous avons fait notre journée Tendance à DPO, où la CNIL était présente, le député des Côtes d'Armor. Nous avions vraiment des experts de la privacy qui sont venus parler, échanger. Donc, vous êtes les bienvenus. Par contre, effectivement, donner une liste de DPO externes au sein de la DPO, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Merci beaucoup, Hélène. Merci Anthony. Et merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci.